Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Aujourd'hui, un portrait d'un des préparateurs physiques les plus réputés au Québec, Stéphane Dubé. Torrey Mitchell nous raconte son parcours vers la LNH. Des renseignements sur les bâtons de gardien dans la chronique Équipement présentée par le trio Hockey. Mais tout d'abord, on en apprend un peu plus sur le hockey du RSEQ, le réseau sport étudiant du Québec. Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Dans le fond, le réseau du sport étudiant, c'est du développement sportif dans le cadre d'une école. Donc, toutes les activités se font pour nous. Il faut avoir un lien avec l'école. Donc, c'est des étudiants athlètes dans notre cadre. Bien, la RSEQ est notre partenaire au niveau de hockey scolaire. Le réseau du sport étudiant, pour nous, ce que ça représente, c'est une offre de service pour les joueurs qui prennent l'option d'aller faire leur sport par les écoles. Au niveau du développement du hockey, on en a de Division 2, c'est du hockey régional. Et on a du hockey Division 1, qui est du niveau provincial. On en a au niveau cadet juvénile, donc on parle entre 14 et 17 ans au niveau des écoles secondaires. Mais on a également le développement au niveau collégial, une douzaine d'équipes collégiales, et on a des équipes également universitaires au Québec qui sont sur la régie du réseau du sport étudiant. Donc, le joueur qui se présente en début de saison au camp Bantam 3A et Bantam 3A relève, et dont pour l'année en cours, ça ne fonctionne pas, a une excellente option d'être dans un cadre qui est similaire quand même. Qu'est-ce qui se fait au niveau scolaire, au niveau pour le joueur? Une des, je dirais, des éléments importants en lien avec le réseau du sport étudiant, c'est effectivement qu'on fait affaire avec des étudiants athlètes et non pas l'inverse. Et donc, la priorité pour nos étudiants, c'est de performer également à l'école. J'ai le plaisir souvent de dire que nos étudiants performent autant à l'école que sur la glace. Et c'est pour ça que souvent, les entraînements sont intégrés au niveau de la Division 1, intégrés dans leur plage horaire habituelle. Certaines parties vont se faire en journée, dépendamment, bien sûr, de la disponibilité des glaces. Et certaines se font la fin de semaine en fonction de la disponibilité, encore une fois, des glaces des écoles. Mais beaucoup d'intégration est fait à l'intérieur de la plage horaire habituelle. Donc, ça permet aux parents de pouvoir faire en sorte qu'ils reviennent à la maison à une heure régulière et être prêts à l'école pour le lendemain. Nous, ce qui est important, c'est que le hockey, on appelle le hockey civil, et le hockey scolaire ne soient pas nécessairement en compétition, mais travaillent ensemble. Donc, c'est définitivement l'aspect qu'on met beaucoup d'efforts dessus et qu'on va continuer à travailler pour s'assurer que l'offre de service ne soit pas un handicap, si on peut dire, pour soit d'une part ou de l'autre part. Au niveau du hockey civil ou hockey scolaire? Je dirais qu'au niveau de Hockey Québec, c'est notamment tout le volet de la sécurité, au niveau des règles de sécurité, par exemple. Et donc, il y a une démarche très serrée qui est faite avec Hockey Québec pour faire ce développement-là, mais également tout ce qui est au niveau de la formation des entraîneurs, l'encadrement des entraîneurs, le développement des officiels. Ça fait partie de la démarche qu'on a conjointe avec Hockey Québec. D'ailleurs, le développement de la Division 1 qu'on a aujourd'hui ici sur place, c'est fait conjointement avec la collaboration d'Hockey Québec. Que ce soit au niveau du hockey scolaire, que ce soit au niveau du hockey civil, toujours s'améliorer, toujours aller chercher la meilleure offre de service pour le jeune. Une statistique qui est sortie à peu près une dizaine d'années, dans laquelle on a pu démontrer que c'est moins de 0,5% des athlètes présentement vont gagner leur vie professionnellement en faisant leur discipline sportive. Et donc, je vous dirais que c'est peut-être l'élément essentiel dans le réseau du sport étudiant qui fait que le parent a bien compris qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour que le jeune sorte avec un diplôme. Tant mieux s'il est capable d'avoir une bonne performance. On n'est pas contre ça du tout. D'ailleurs, la Division 1 le démontre très bien. Le développement qui est en train de se faire au niveau collégial et même au niveau universitaire nous démontre ce calibre de jeu-là. Mais à la base, à l'essence même pour nous, c'est qu'il va sortir avec un diplôme et il va être capable de gagner sa vie plus tard. On regarde la progression depuis les 3 dernières années essentiellement. On a une progression entre 5 et 7% de la participation, beaucoup au niveau des écoles secondaires. Ça a amené une influence notamment au niveau collégial
collégial. On voit que cette année, il y a 4 nouvelles équipes qui veulent intégrer la Ligue. Donc, d'ici 5 ans, je vous dirais, beaucoup plus d'équipes, mais surtout le développement également au niveau régional. On a eu une petite baisse au niveau régional. On pense qu'avec la popularité et le travail qui se fait en Division 1, va amener un développement de la Division 2, donc beaucoup plus d'équipes, un noyau plus important. Actuellement, on parle à peu près entre 8400 et 8500 étudiants athlètes qui font du hockey au Québec. Je vous dirais une progression constante qu'on souhaite d'ici les 5 prochaines années. Aujourd'hui, pour la question quiz, nous cherchons à savoir avec quelle équipe Tory Mitchell a-t-il joué son hockey Midget 3A lors de la saison 2001-2002? A. À Châteauguay. B. Au Collège Charlemagne. Ou C. À Montréal-Est. La réponse, après la pause. La réponse, B. En effet, natif de Greenfield Park sur la rive sud de Montréal, Mitchell a récolté 56 points en 41 matchs avec les riverains du Collège Charlemagne. Les frères Latendresse, Guillaume et Olivier, de même que le défenseur Frédéric Saint-Denis, ont évolué avec lui. On a d'ailleurs rencontré Tory Mitchell récemment pour qu'il nous parle de son parcours vers la LNH. Mon première équipe, c'était les North Stars de Greenfield Park. Puis après ça, j'ai joué à Tom Dura, puis Dura, Bantam Dura pour Collège français à Longueuil. Et j'ai joué mon budget 3 pour les riverains du Collège Charlemagne à Sainte-Catherine. Fait que, ouais, c'est la Rive-Sud. Ouais, je pense que c'était mon année Midget 3. On a gagné Québec, puis on a représenté la province. C'était le Coupe Air Canada. Maintenant, je pense que c'est le Coupe Talis, mais ouais, c'était une bonne... C'est ma meilleure expérience. Je pense dans le printemps ou dans l'été, il y avait un tournoi à Répentini. C'est comme un tournoi 3. Novice, Atom, puis oui, 3, c'était toujours un gros tournoi pour les jeunes. Fait que, ouais, c'était... Je pense toujours à ça, ouais. L'équipe Collège français a gagné le tournoi Pee-Wee l'année avant que je joue avec eux. Fait que j'ai manqué cette chance. L'aréna à Greenfield Park, Cynthia Cool Arena, j'étais toujours excité de jouer là parce que quand je jouais, c'était plus avec l'équipe à Longueuil, avec Collège français, mais il y avait toujours deux games par année qu'on jouait à Greenfield Park, fait que j'étais toujours excité pour jouer ces games. Mon entraîneur Bantam, Christian Boulian, et mon entraîneur à Midget 3, Martin Russell, je pense que les deux m'ont vraiment aidé. J'étais défenseur quand j'ai commencé, novice, mais après ça, oui, toujours attaquant. Je pense que tous les jeunes veulent scorer des buts, fait que oui, ça c'est pourquoi j'ai changé. J'ai toujours aimé Joe Sakic, il était toujours mon joueur favori, mais pas vraiment une explication pour ça. Mais il était tellement un bon joueur. C'était vraiment le Canadien, je pense. Tout le monde qui vit à Montréal, et si t'es jeune, tu joues au hockey, c'est toujours le Canadien, fait que j'étais toujours un gros fan. Je continue à travailler fort. Je pense que c'est bien fun de jouer au hockey. T'as beaucoup d'amis sur ton équipe, mais juste continue à travailler fort. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. C'est avec un homme complet à ta gauche que tu vas nous donner tes conseils pour la chronique équipement aujourd'hui, Éric. Un univers que je connais très bien, dont on commence à parler, l'univers de l'équipement des gardiens de but. Aujourd'hui, on commence avec les bâtons et tu veux nous parler d'une nouvelle technologie, entre autres, de la compagnie Bauer. Exactement, Marc. Le bâton Bauer Supreme 1S, avec cette année introduit la composition TechStream, qui est conçue avec une fibre de carbone ultra légère qui est 20 % plus solide que la fibre de carbone conventionnelle. De plus, le système Ergo Plus aide à améliorer le contrôle des rebonds. Et la lame est faite de mousse de faible densité pour optimiser l'équilibre et procurer une meilleure sensation. Et moi, ce qui m'a impressionné au premier coup d'œil, c'est vraiment le profil un peu courbé là, de la partie plus large
du bâton Bauer, une nouveauté. On innove un peu dans ce domaine-là. Il y a CCM qui nous propose quelque chose d'intéressant aussi cette saison. Cette année, CCM arrive avec le bâton Premier Plus. La structure du CCM Premier Plus est faite en composite extrêmement légère, basée sur la manière de fabriquer les bâtons de joueurs. La lame est très rigide pour des déviations tout en contrôle et en précision, et la technologie Zero Flux aide à diminuer les vibrations pour assurer la meilleure sensation de rondelle possible. Parce que le bâton de gardien n'est plus seulement pour arrêter les rondelles. Les gardiens sont rendus des maîtres dans l'art de manier la rondelle à l'extérieur de leur demi-cercle et de leur filet. Pas d'innovation technologique nécessairement du côté de Warrior, mais néanmoins un bâton de bonne qualité qui nous est proposé encore cette saison. Exactement, Marc. Cette année, Warrior nous propose encore le bâton Swagger Pro. Un bâton dont le noyau est fait de mousse haute performance. C'est un bâton fait d'un mélange de merisier et de tremble avec une armure de fibre de verre et il est fabriqué en Finlande. 3 modèles de bâtons qui sont bien présents chez les gardiens de but professionnels de la Ligue nationale de hockey. On connaît bien les porte-étendards. Peu importe le choix final, quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune gardien qui se présente en magasin pour la sélection de son bâton? Aujourd'hui, les gardiens ont plusieurs choix qu'ils peuvent faire en magasin. La courbe, la grandeur. C'est important de bien choisir son bâton selon le style de gardien qu'on est. Si on manie beaucoup la rondelle ou pas. Il y a plusieurs courbes disponibles dans différents modèles. La longueur est super importante. Oui, c'est une question de sensation aussi énormément. Puis il y a un facteur à ne pas négliger, c'est la hauteur des épaules. L'amorce, dans le fond, de la partie large du bâton qui va varier selon le gabarit, évidemment, du gardien de but, mais aussi selon la position de base. Certains vont être plus repliés, vont avoir besoin des épaules plus basses. D'autres vont vouloir être un peu plus debout dans leur position, avoir des épaules plus hautes. Alors, c'est important de se présenter en magasin parce que c'est souvent pas le premier bâton qu'on voit dans la sélection innombrable que vous avez qu'on va choisir. Merci beaucoup, Éric. La semaine prochaine, on continue, s'il te plaît, dans le monde des gardiens de but. On parle de la pièce d'équipement la plus spectaculaire, je pense, celle qui attire le plus l'attention des jeunes gardiens, les masques. Ici Sylvain Lefebvre, vous regardez Hockey, le magazine à RDS. Le portrait de la semaine, une présentation de Hockey, le magazine, en kiosque et sur votre application mobile maintenant. En compagnie de Stéphane Dubé, qui est préparateur physique au Centre Perform Plus de Boisbriand. Stéphane, tu es dans le domaine depuis plusieurs années. On va remonter un peu dans le temps et parle-nous un peu de ta formation. Moi, j'ai fait des études en sciences de l'activité physique. C'est de là que tout a commencé. À l'époque où j'étudiais, bien évidemment, le domaine de la préparation physique sportive était pratiquement inexistant. Et ça a boomé vraiment à travers les années, pas juste au niveau du hockey, mais au niveau de l'ensemble des sports. Et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est les athlètes qui en bénéficient le plus. Mais parlons-en justement de cette évolution-là. Depuis tes débuts à aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé? Je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, à l'époque, on va parler, mettons, du hockey dans ce qui nous concerne. À l'époque, les joueurs s'entraînaient pratiquement pas. Je te dirais, l'exode des joueurs européens au niveau de la Ligue nationale a vraiment ouvert les yeux à tout le monde parce que les joueurs, à une certaine époque, les joueurs ne s'entraînaient pas de l'été. Ils arrivaient au camp d'entraînement puis ils commençaient à se mettre en forme. Mais les joueurs européens avaient un mode de vie, un mode de préparation qui était vraiment différent. Eux autres s'entraînaient 12 mois par année. Fait que ça a ouvert les yeux à tout le monde en Amérique du Nord. Et là, la préparation physique a commencé. Puis là, c'était l'été. Et maintenant, on sait que s'entraîner, c'est un projet de 12 mois par année. Oui. Donc, les préparateurs physiques vont encadrer leurs athlètes toute l'année pour avoir le maximum au niveau de la condition physique. Tu parles de 12 mois par année. Toi aussi, tu travailles 12 mois par année. Présentement, quelles sont tes occupations? Présentement, je suis préparateur physique avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui est notre équipe de la Ligue junior du Québec. Je suis impliqué aussi au niveau du sport-études avec les seniors des Mélides, donc je suis impliqué avec les Bantam 2A, Bantam 3A, Midget Espoir. Fait que ça, c'est au niveau du hockey. Et on consulte aussi beaucoup d'athlètes de d'autres équipes, de d'autres régions qui viennent nous voir pour faire les programmes de maintien pendant la saison. Et l'été, il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui vont te voir à Boisbriand. Effectivement, on est impliqué depuis plusieurs années. J'entraîne des joueurs de plusieurs niveaux. On a des joueurs de la Ligue nationale, des gars de la Ligue américaine, on a des gars qui sont beaucoup de joueurs qui sont juniors aussi, Midget 3. Fait que ça donne une ambiance de travail qui est vraiment le fun. Et les gens à la maison le savent peut-être pas, mais tu as été préparateur physique pour le Canadien de Montréal, également avec les Penguins de Pittsburgh. C'est quoi tes plus beaux souvenirs, autant à Montréal qu'à Pittsburgh? Je te dirais, j'ai beaucoup de souvenirs. C'est sûr que la première fois que je suis arrivé à l'époque, c'était le Centre Monson qui est devenu le Centre Bell. La première fois que j'ai mis pieds là, je dois avouer que
c'était extrêmement... J'étais très fébrile. Je me rappelle la première journée où je suis rentré dans le vestiaire du Canadien. C'était vraiment quelque chose. Je suis un gars du Québec, fait que de travailler pour le Canadien, qui est une organisation de grande classe, c'était vraiment phénoménal. Travailler à Pittsburgh, ça a été quelque chose de différent. J'ai adoré vivre à Pittsburgh. J'ai adoré travailler avec l'équipe. Avec les Sidney Crosby et compagnie, on avait une jeune équipe. C'était vraiment différent. C'était très... il y avait une dynamique très le fun. Fait que j'ai travaillé dans 2 marchés avec 2 réalités complètement différentes, mais les 2 ont été extrêmement enrichissantes. Parle-nous des joueurs professionnels qui t'ont peut-être le plus impressionné au cours de ta carrière. Mais je te dirais, il y a plusieurs joueurs qui m'ont impressionné pour différentes raisons. Tu sais, il y a des joueurs qui m'ont impressionné pour leur capacité physique. Tu sais, on va prendre un joueur comme Pascal Dupuis, qui est probablement un des meilleurs athlètes que j'ai entraîné, tout sport confondu dans ma vie. Yann Laperrière, qui m'a marqué par son acharnement au travail. J'ai travaillé avec Yann pendant une 20aine d'années. Yann, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué par son acharnement au travail. Tu sais, j'ai eu des joueurs... Comme sur la glace. Comme sur la glace, mais c'était quelqu'un à qui il fallait que je me batte pour qu'il prenne 2 journées de congé par année. Fait que, tu sais, ces joueurs-là m'ont marqué par pour différentes raisons. Et ils ont eu une influence aussi sur ma façon de travailler avec des plus jeunes, ma façon d'interagir avec des athlètes autant de haut niveau que mes jeunes Bantam, Midget 3. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont marquants. C'est pas des exceptionnels pour rien. Sidney Crosby m'a marqué énormément par l'attention aux détails qu'il pouvait avoir. Fait que, tu sais, tu collectes un petit peu beaucoup d'informations avec tous ces joueurs-là, puis tu grandis comme individu, puis je suis devenu un meilleur préparateur physique à côtoyer ce genre d'athlète-là. Stéphane, tu es une référence dans le domaine. Je te souhaite de le continuer pendant plusieurs années. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Ici Patrice Bergeron. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Avec Jocelyn Thibault cette semaine. Jocelyn, tu veux nous parler comment maximiser la fin d'une pratique avec un jeu pour les gardiens pour aider à les sortir de leur zone de confort? Oui, vraiment, on essaie justement de sortir les gardiens de but de leur carcan technique puis de mettre l'emphase sur l'arrêt de la rondelle. Donc, un petit exercice pour les gardiens de but, pour les joueurs aussi, pour avoir un peu de plaisir en fin d'entraînement, mais aussi pour développer nos réflexes. Parfait, j'ai bien hâte de voir ça. Samuel, on va faire un exercice qui est bien le fun aujourd'hui, le jeu des retours. Un exercice qu'on va souvent faire en fin d'entraînement. Puis, ça a 2 raisons. D'un, c'est un exercice qui est le fun, mais aussi, ce qui est important, c'est ça nous fait travailler sur nos réflexes, ça nous fait travailler vraiment sur arrêter la rondelle puis sortir un peu du carcan technique qu'on est habitué. Je pense que le but premier pour un gardien de but, c'est de faire l'arrêt. Ça nous fait, d'un, on s'amuse, puis de 2, on est capable vraiment de travailler sur nos réflexes puis nos réactions dans un contexte le fun. Puis le but du jeu, c'est pas compliqué. Il y a un lancier qui va se prendre du centre de la glace. On va voir si Denis a encore des bonnes habiletés pour marquer des buts. On a des coéquipiers qui sont ici pour prendre les retours. S'il y a un but qui est marqué sur un lancer direct, c'est 1 point pour eux autres. S'il y a un but qui est marqué sur un retour, et on doit un retour seulement, c'est 1 point pour eux autres. À chaque fois que la rondelle est soit immobilisée par toi, touche à la bande ou va derrière la ligne des buts, c'est 1 point pour toi. Ça va? Alors, on joue un match de 10. Ce qui est important, c'est d'avoir du plaisir et de gagner le match. T'es prêt? Oui. Good. Quand t'es prêt. En avant. 1-0 pour Sam. Deux, 1. Trois. 4-1. 5-1. Oh. 5-2. 6-2. Donc, on regarde ça de même, Jocelyn. C'est là pour le fun, ce jeu-là, mais il y a quand même quelque chose à bénéficier de ça pour un gardien. Oui, ce qui est important, surtout, c'est qu'on veut sortir le gardien de but du carcan technique. Là. On veut vraiment que le focus soit sur l'arrêt. On met un peu la technique de côté, on met le focus sur l'arrêt,
puis on a du plaisir. Je pense que c'est la meilleure façon de s'améliorer. Donc, on vient rajouter notre aspect compétitif également dans ce jeu-là. Oui, vraiment. On sort le gardien de but de son carcan technique, puis on le fait compétitionner. Parfait. À la semaine prochaine. Je prendrais Martin Brodeur pour ses records. Quand j'étais jeune, les Devils, tout, j'écoutais ça. Puis vraiment, ses records, ses petites pads, j'aimais bien ça. Bien, j'aime Martin Brodeur pour tout le succès, la longévité qu'il y a eu, les Coupes Stanley, comme Patrick Roy aussi. Là. J'adore les trois, mais Martin Brodeur pour les Coupes Stanley puis le leadership qu'il a apporté aussi. Martin Brodeur, je pense qu'il englobe un petit peu de tout. Bonne personne, tête ses épaules, pas agressif à ses affaires. Puis je pense que son équipe passait avant tout. Il a même négocié ses contrats lui-même. Donc je pense qu'il était là pour les bonnes raisons. Martin Brodeur, il a gagné partout ce qui est allé, médaille d'or, des Coupes Stanley. Puis quand on pense à Martin Brodeur, on pense à un gars qui est calme, un gars qui est posé, puis un bon leader pour son équipe. C'est ça que tu veux avec un gardien de but. Carey Price, sans aucun doute. Un athlète, un leader, elle peut changer une game à lui seul. Je dirais que Patrick Roy. L'attitude de gagnant qu'il avait, ce qu'il a apporté aussi au hockey là, dans son ensemble, je pense que pour moi, c'est le meilleur gardien de but de tous les temps. Je dirais, moi, c'est Patrick Roy, un petit peu plus, je dirais, de ma génération, mais pas tant, mais je suis né en 85, il a gagné en 86, 93. Tout ce qu'il a pu amener en étant jeune, l'héritage qu'il a laissé, puis encore aujourd'hui, on parle peut-être, c'est un des plus grands gardiens. Les deux autres choix, Martin Brodeur avec tous les records qu'il a, puis Carey Price qui est vraiment la nouvelle sensation. Pour moi, c'est Patrick Roy, avec le caractère aussi qu'il avait, là, puis les glissades, les deux pads sur la glace. Patrick Roy. Patrick Roy a changé le gardien de but là, durant... C'est clair, c'est le meilleur gardien de but qu'il y a eu, tant qu'à moi. Je dirais Martin Brodeur. C'est un gamer, puis il n'a pas eu les mêmes équipes qu'un Roy, exemple. Puis par contre, Price, c'est quand même solide aussi, là, mais j'aime mieux Brodeur. Je vais aller avec Carey Price. Parce qu'on a vu l'impact l'année dernière. Là, je parle vraiment au niveau Ligue nationale de hockey. On a vu, je pense, l'impact l'an dernier de son absence. Sa présence est primordiale à la réussite de l'équipe. Et je pense aussi que sa présence, et ça c'est une perception, un impact psychologique aussi sur la performance de ses coéquipiers. Martin Brodeur, parce que c'est une personne, en tout cas, je le connais pas, mais c'est une personne qu'on voit de l'extérieur qui s'amuse, qui a un style à lui. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Lors de la prochaine présentation de Hockey le Magazine, un reportage sur l'équipe féminine du Québec des moins de 18 ans. Le portrait de l'une de ses joueuses, Amy Fecteau. Stéphane Matteau nous raconte son parcours vers la LNH. Des renseignements sur les masques de gardiens de but dans la chronique Équipement, présentée par le trio Hockey. Et des éducatifs sur glace en compagnie de Sébastien Bordelot et Denis Gauthier. Soyez-y! Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.